De retour dans l'Africa Newsroom, Marie-Thérèse Altermat-Massing, chef d'entreprise et présidente du Conseil des Mariannes de la République et d'Europe. Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste, sont toujours avec nous. Marie-Thérèse Altermat-Massing, sur la nécessité de diversifier l'économie congolaise. Pourquoi est-ce que c'est toujours aussi difficile ? C'est difficile parce qu'on n'arrive pas non plus à réguler la masse de ces habitants qui viennent dans des grandes villes. La population qui accroît et les infrastructures qui ne suivent pas et la pauvreté qui ne fait qu'augmenter. Et il va falloir aussi penser à cette régulation, réguler la population, c'est-à-dire développer d'autres villes, d'autres secteurs économiques, pas toujours tout axé sur l'économie. Sur les hydrocarbures. Tout à fait. Et aussi il va falloir aussi avoir une réelle politique, une volonté politique pour pouvoir stopper les exportations et pouvoir développer sa propre structure et ses propres denrées de commercialisation. Jean-Marie Bitomo. J'étais en train de dire tout à l'heure, bon, l'économie, si vous voulez, congolaise a connu une récession, si vous voulez, ces dernières années-ci. Là, nous sommes partis sur un potentiel de croissance de 4%. Ce potentiel de croissance, comme je le disais tout à l'heure, il faut en profiter, c'est-à-dire pour pouvoir diversifier l'économie congolaise en tant que telle. En dehors de cette diversification-là, à un moment ou à un autre, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un choc entre le poids des importations et les recettes extérieures. Parce que la politique, nous en parlons tout le temps sur ce plateau, l'amélioration, on nous donne des taux de croissance. Ces taux de croissance, ça bénéficie à l'extérieur, ne bénéficie jamais aux populations intérieures ou alors de manière très minime, Zara. Donc à partir de là, il va falloir maintenant que les États puissent faire à chaque fois ce que j'ai dit ici, là. Essayez de voir, nous avons toujours un déficit entre les recettes d'exportation qui rentrent, que le pays engrange, et ce que le pays sort en termes d'importation en tant que tel. Donc à partir de là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on peut facilement desserrer cette étreinte-là. C'est une contrainte qui est énorme en économie. Quand vous avez vos recettes extérieures qui n'arrivent pas à couvrir, si vous voulez, les besoins internes de l'État, c'est grave. Donc il faut changer de modèle. Tous les États africains doivent aller vers ce changement de modèle-là, de manière en sorte que les 4% de croissance dont on nous parle, bon, je ne sais pas si nous allons les atteindre, parce que maintenant, quand on nous parle des réformes économiques, ces réformes-là, ce sont des réformes qui, de mon point de vue, sont des réformes conjoncturelles. Par contre, le Congo a entrepris, si vous voulez, à l'intérieur de la CEMAC, comment dirais-je, des projets qui visent à booster l'économie en tant que telle. Par exemple, la liaison des routes avec le Cameroun, on construit des routes, si vous voulez, frontalières, qui contribuent à augmenter les flux entre les États au sein de l'Union douanière qui a été créée en tant que telle. Donc le Congo, il y a eu des efforts de ce côté-là. Mais maintenant, le Congo doit se retourner maintenant au niveau intérieur afin de booster, comment dirais-je, son agriculture, créer les conditions d'émergence d'agriculteurs en tant que tels et desserrer par la même occasion la contrainte extérieure concernant, comment dirais-je, les denrées alimentaires que nous importons, si vous voulez, à dizaines de coups de milliards chaque année. Le défi, c'est aussi l'amélioration du climat des affaires. On sait que depuis 2015, les investisseurs ne se bousculent pas vraiment au Congo. C'est dommage, puisque le Congo est membre de l'OADA qui régule les affaires en Afrique. Les investisseurs ne se bousculent pas parce qu'il y a l'insécurité. Quand bien même ça a baissé, mais ils ne se sentent pas en sécurité. Les investisseurs, eux, veulent aussi que quand ils mettent les capitaux, qu'il y ait aussi retour sur investissement. C'est au gouvernement de créer cette envie d'aller chercher les investisseurs. Il y a plusieurs pays qui font des salons de ceci, les salons des investissements, le salon du tourisme, le salon du développement. Il faut que le Congo aussi se mette aussi au diapason pour pouvoir aller chercher les investisseurs. On ne peut pas rester chez soi en disant voilà, il y a les dollars qui vont rentrer et puis il n'y a plus rien. Non. Maintenant, tout le monde, d'ailleurs même ils ne sont pas nombreux, donc chacun se dispute voilà. Donc il va falloir que le Congo ce boost, que le président booste ces secteurs économiques pour pouvoir développer d'autres sortes voies de rentrée de devises.
Merci donc à tous les deux. On va tout de suite passer à notre Zoom Société consacré aujourd'hui au procédé des faux médicaments ouvert au Bénin il y a quelques semaines. Et le verdict est tombé il y a quelques heures maintenant pour les compagnies pharmaceutiques mises en cause. Les 7 patrons accusés écopent chacun de 4 ans de prison ferme et d'une amende aussi de 100 millions de francs CFA. Une peine qui s'est voulue exemplaire et lourde en symbole dans la guerre aux faux médicaments. On écoute la réaction peut-être de l'avocat de la défense, Maître Alao Sadikou. Bien, l'avocat doit prendre acte des décisions de justice. Le président du GEDEF-Afrique que je suis constate que le droit s'éloigne de plus en plus de nos tribunaux pour faire place à l'innommable. La seule question que l'on est en droit de se poser, c'est de savoir si ceux qui ont fait le choix de fuir le pays pour ne pas être confrontés à la justice n'ont pas fait le bon choix. Ce qui est sûr, c'est que dans un tel contexte, personne n'est en sécurité. Alors, ces grossistes ont été condamnés pour, je cite, vente de médicaments falsifiés, exposition, détention en vue de vente, mise en vente ou vente de substances médicamenteuses falsifiées. Alors, les faux médicaments, c'est un bilan extrêmement lourd de 200 000 victimes par an à travers le monde. Jusqu'à présent, les saisies ont rarement débouché sur des poursuites. Jean-Marie, ce procès est une grande première au Bénin. Je crois que le Bénin fait des choses, on n'en parle plus beaucoup depuis que l'élection s'est passée. Le Bénin fait pas mal de choses et je trouve que ça c'est une problématique sociétale très très importante chez nous en Afrique. Vous savez, nos pays n'ont pas d'hôpitaux, c'est-à-dire dignes de son nom, pour pouvoir soigner les gens de manière efficiente et efficace. Donc, qu'est-ce qui se passe? La majorité de la population, quand vous allez voir un médecin, le médecin vous dit que vous avez telle ou telle maladie, il va vous prescrire des médicaments. Si vous rentrez maintenant sur le marché et que vous êtes là face à des faux médicaments, vous mettez en danger votre santé, c'est-à-dire ça c'est le recours, la mise en danger de la vie des individus. Mais malheureusement, vous avez des circuits qui sont organisés à l'intérieur des pays parce que ça bénéficie à certains individus. C'est ce que je dis toujours chez nous en Afrique, ça bénéficie à certains individus. Ils ne regardent que l'immédiateté, le court terme. Je veux aller négocier avec telle compagnie pharmaceutique, on va me donner de l'argent, j'aurai des représentations chez moi. Ils sont dans l'incapacité de pouvoir contrôler les produits qui sont livrés là-dedans, alors qu'on met en danger la santé de toute la population dans sa globalité. Donc j'estime ici là que c'est une décision qui est prise par le Bénin en un laps de temps relativement court. Pourquoi est-ce que je suis parti pour essayer, c'est-à-dire je ne suis pas supporter du président Talon, je suis observateur, si vous voulez, de l'actualité en tant que tel. Voilà quelqu'un qui s'est permis, si vous voulez, au Bénin, de mettre un procès sur quelqu'un comme Bolloré, si vous voulez, par rapport à l'exploitation de ce qui se faisait par rapport aux citoyen béninois. Et ensuite, il est venu ici là, en France, il a demandé au président Macron que la France rende, comment dirais-je, au Bénin, comment dirais-je, les statuts, c'est-à-dire les œuvres d'art béninois. Donc c'est quelqu'un qui est en train d'opérer. Il a la chance d'être arrivé dans un pays dans lequel vous avez déjà l'alternance qui était là. Mais ça c'est vraiment, de mon point de vue, la problématique la plus criminelle dans nos sociétés africaines. Étant donné que nous sommes démunis de moyens et qu'on se permet de créer des réseaux qui distribuent des faux médicaments pour nos populations africaines, je trouve ça complètement criminel. Et je trouve que la démarche du président Talon est une démarche à adopter à tous les niveaux. Marie-Thérèse Altermat-Massing, le Bénin est réputé pour être une plaque tournante dans le trafic, compte tenu de la gravité des peines, en tout cas de ces peines d'emprisonnement pour les grossistes. Il fallait cette symbolique-là. Absolument, absolument. Mais rappelons-nous de l'appel de Cotonou, où les chefs d'État, il y avait 5 ou 6 chefs d'État, le Sénégal, la Centrafrique, le Burkina Faso, ont lancé un appel pour que cessent les faux médicaments en Afrique. C'est un réel fléau. Comme vient de dire M. Bitomo, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas
de pharmacie. On n'a pas d'industrie de médicaments. Le continent peut avoir quand même ses propres industries de circuits de médicaments. Ces médicaments viennent d'où? Des invendus, viennent des fabrications qu'on qu'on fait dans des arrière-boutiques sans les principes actifs, ou d'autres sont même dangereux, où il n'y a même rien à la limite. Mais c'est un circuit qui est bien structuré parce que ces vendeurs de médicaments, vous les trouvez où? Dans les marchés. Ils payent des impôts. Ils sont là au vu et au su de tous. Donc si ce fléau veut être éradiqué, je crois que les gouvernements africains doivent mettre une police et avoir aussi une structure juridique pour condamner ces assassins, comme j'appelle. À part la Fondation Chirac qui fait quelque chose contre ces faux médicaments, il n'y a pas une structure digne de ce nom en Afrique pour pouvoir éradiquer ce fléau. Moi, j'ai dit bravo au président Talon. Monsieur Bitomo n'est pas partisan de M. Talon, mais moi... C'est pas que je ne sois pas partisan, je dis que je ne suis pas un supporter invétéré du président Talon, mais quand un de nos présidents africains pose des actes... Félicitons d'abord. On les félicite d'abord. Ce qui fait de positif. Moi, je dis bravo. Et nous savons que son pays est un pays qui a beaucoup... qui vit beaucoup de la culture, des œuvres d'art, des symboles que les Occidentaux viennent et ils pillent et ils mettent ici dans leur musée. Et quand il a osé, c'est le premier d'ailleurs qui a osé demander à la France la restitution de ces œuvres d'art. Je ne sais pas où en est le dossier, mais je crois que d'autres présidents doivent prendre exemple sur lui pour que ce fléau de faux médicaments puisse cesser et qu'on puisse voir aussi le réseau, par où ça commence, parce qu'il y a quand même un réseau. Alors justement, c'est la question que j'allais poser. Un procès, c'est très bien, mais quelle peut être sa portée sans une véritable politique visant à démanteler les filières? Le démantèlement, excusez-moi Zara, des filières est une chose difficile parce que ce sont des filières internationales en tant que telles. Donc à partir de là, je l'ai toujours dit sur ce plateau, nous avons, c'est-à-dire nos médicaments en Afrique. La dernière fois que je suis passé ici, là, ou l'avant-dernière fois, du moins un de mes derniers passages sur le plateau, j'ai dit la chose suivante. Tous les produits qu'on nous vend chimiquement, ce sont des produits qui viennent d'Afrique. Je pense que c'était avec vous que j'étais ici, là, sur le plateau. J'ai déploré le fait que, comment voulez-vous que les Africains, nous avons des médicaments que nous connaissons depuis, comment dire, des siècles et des siècles aujourd'hui, et dont les gens connaissent des principes actifs, que vous ayez un mouvement comme l'OMS qui doit donner aux États africains l'autorisation de pouvoir utiliser les médicaments qui ont déjà été, qui ont fait leur preuve dans l'environnement africain en tant que tel. Et je suis même parti plus haut. J'ai dit la chose suivante, c'est que la plupart du temps, les produits, c'est-à-dire pharmaceutiques, ce sont des transformations chimiques. Et Madame Altermat a parlé tout à l'heure là des principes actifs. Quand on vous prend une plante que vous avez en Afrique, vous avez 1 ou 2 principes actifs qui extraient là-dessus. Donc ce qui veut dire que nos remèdes que nous avons en Afrique, les feuilles et tout ce qui s'ensuit, sont au-dessus. Les écorces sont au-dessus des médicaments chimiques qu'on nous vend. Absolument. Et on se retrouve avec une politique mondiale dont je parlais là tout à l'heure, où vous avez l'OMS qui va interdire, comment dirais-je, à l'Afrique d'utiliser une plante. Ça a été testé par des Occidentaux qui réduit, si vous voulez, le paludisme. En face, je sais que bon, vous avez il y a eu toute une émission ici là pour le business de la malaria en tant que tel. C'est cette incohérence que je me dis que les présidents africains doivent, si vous voulez, être regardants sur des choses de ce genre-là. Nous sommes des États souverains en Afrique. Je n'arrive pas à accepter que l'OMS, c'est pas eux qui régulent, comment dirais-je, les politiques de santé en Afrique en tant que tel. En tout cas, ce sont des choses qui ont été testées. Responsables du trafic non, ils ne sont pas responsables. Ce que je veux dire, non, je suis sur un autre volet, Lazare. Oui. Je veux dire que nous avons des solutions sur place. Donc vous êtes sur le développement d'une véritable industrie pharmaceutique. Voilà, on nous empêche de mettre en place ces solutions-là qui sont des solutions efficientes et efficaces et moins coûteuses pour nous en Afrique. Et c'est surtout ça, c'est sur ça. Bon, mais maintenant, si je reviens dans le cadre légal... parce qu'il y a quand même des pays comme le Maroc qui développent une véritable industrie pharmaceutique. Oui. Donc l'OMS n'empêche pas le Maroc, par exemple,
tout cas les pays qui le veulent, peut-être... La coopération du Maroc se fait avec les industries, avec des industries occidentales. On est bien d'accord, Zahra. Donc la coopération se fait avec les industries occidentales. Alors, il y a quand même une industrie pharmaceutique africaine qui est en train de se développer. Elle est en train de se développer. Avec Pfizer. N'oublions pas que c'est le numéro 1 du médicament en Europe. Il est là-bas, il a les parts. Moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Bitomo. Pourquoi on ne peut pas développer cette pharmacopée, ce savoir que nous avons, le savoir des ancêtres? On s'est soigné avant que les Occidentaux n'arrivent. Pourquoi on ne développe pas ça? Il suffit de créer les universités, de faire en sorte qu'on encourager la recherche. Tout à fait, que ça ne tombe pas dans l'oubli, parce que n'oublions pas aussi que notre culture est orale. Quand vous avez un vieux papa au village qui soigne l'arthrite, qui soigne la fièvre, qui soigne quelques mots, s'il meurt, il n'y aura pas de transmission. Donc je me dis que c'est maintenant, c'est l'occasion maintenant. Il faut créer les structures pour ça, pour la transmission, les structures de transmission. De recenser toutes ces plantes, savoir ce que... Je crois que l'Afrique du Sud s'est déjà lancée là-dedans. Effectivement. Voilà. Pour vous dire, l'Afrique du Sud s'est déjà lancée. Ça va même diminuer le coût de médicaments parce que non seulement c'est naturel, et ce sont les médicaments qui ont montré leur efficacité. Donc c'est à nous maintenant de développer cette industrie pharmaceutique. Là où je trouve ça inadmissible, Zahra, c'est qu'on nous dit, si vous voulez, quand vous partez sur le principe de l'industrie pharmaceutique, vous avez l'expérimentation scientifique qui se fait en laboratoire. Ensuite, vous avez la vérification empirique qui se fait sur le terrain. Ça voudrait dire un peu les tests qu'on fait dans les laboratoires ici, là, sur les souris. Avec ensuite, on les applique à l'être humain. Alors que nous, en Afrique, ça fait depuis des siècles. Donc, c'est ça ce que moi, j'appelle notre expérimentation scientifique. Elle a déjà été faite. La vérification empirique a été faite sur le terrain. Mais pourquoi attendre encore que l'OMS vienne nous donner des autorisations là-dessus? C'est sur ce point-là que j'ai dit. Ce qu'il faudra faire maintenant, c'est qu'il y ait le dosage, le temps de traitement, le temps d'assimilation, parce que on n'a pas les dosages, on n'a pas... Quand vous allez dans des marchés, vous trouvez ça dans des bouteilles. De développer, oui, comme il faut que ça soit structuré, que ce soit dans des gelules, que ce soit dans des comprimés, que ce soit présentable aussi. Oui. Ne nous cachons pas... Donc une véritable industrie pharmaceutique. Absolument, tout à fait. Et on sait que c'est une économie. Derrière les armes et la drogue, c'est l'industrie pharmaceutique. C'est pour cela que l'OMS... La plus importante. met la main dessus parce qu'ils ne veulent pas que ça se... Voilà. Les pays occidentaux sont toujours là avec la même mise, et c'est eux les plus grands bénéficiaires de l'opération. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Marie-Thérèse Altermat-Massing, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et présidente du Conseil des Mariannes de la République et d'Europe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Marie Bitomo, merci beaucoup pour vos précisions. Merci Zahra, bonsoir à tout le monde. Et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. À demain, très bonne soirée.